Je m'appelle Alexandre Juvin-Bonnet, je suis né le 21 mars 1982 à la Seine-sur-Mer, en face de Toulon, d'une famille pied-noire qui avait passé 130 ans en Algérie. Et je suis le fils donc, de cette première génération née sur le territoire métropolitain français et qui a suivi consciencieusement la méritocratie républicaine et son école pour m'élever par l'effort, par l'école, et intégrer ensuite l'école spéciale militaire de Saint-Cyr où j'ai pu devenir officier de France, officier de gendarmerie, grâce à un bon classement, pour ensuite commander une brigade de gendarmerie, puis un peloton d'intervention, puis un état-major, avant de passer dans le renseignement militaire, avant de démissionner. Et lors de ma démission ensuite, je suis passé dans l'entrepreneuriat, je suis devenu chef d'entreprise, et voilà, me voilà en fait réveillé dans le cadre de la crise du Covid-19 et de la guerre sanitaire, dans laquelle nous a officiellement plongé le président de la République, Emmanuel Macron, depuis maintenant plus de 2 ans. Et me voilà donc investi dans le combat social, politique et citoyen pour tenter d'offrir en fait au peuple français des voies lui permettant de recouvrer sa souveraineté. Quand j'étais en fait aux États-Unis, j'étais expatrié, j'étais parti au titre de mes activités d'entrepreneuriat pour tenter de vendre en fait mes technologies un peu partout dans le monde, en France mais aussi à l'étranger. Et j'ai été rattrapé comme beaucoup de gens sur Terre par cette crise mondiale du Covid-19 qui nous a plongé dans un grand effarement, un grand confinement. Et tout de suite, dès les premières semaines, j'ai compris que c'était un confinement d'un type particulier, car le vocable utilisé par le président de la République est un vocable très guerrier. N'oublions pas que le président de la République est le chef de l'État, c'est aussi le chef des armées, et en tant que chef des armées, son discours n'est pas neutre, c'est un discours qui est préparé. Donc parler de guerre sanitaire, de guerre contre un ennemi invisible, qui n'existe pas en fait, sous-entendait, je pense, une autre forme de guerre. Une guerre que peut-être un jour l'histoire consacrera comme la guerre de l'État profond, qui a progressivement pris le contrôle, infiltré les différents appareils d'État, et en France l'appareil de l'État-nation, pour retourner cet appareil d'État contre les intérêts de son peuple. Et donc nous avons assisté à une série de ruptures, non pas politiques, mais bien anthropologiques. Nous avons détourné les humains et les Français, qui sont des citoyens avec une conscience politique. Nous avons détourné d'abord les humains de leur réflexe anthropologique de se serrer la main, de se reconnaître par le visage, de s'embrasser et de pouvoir même veiller leur mort. Donc toute cette série en fait de ruptures anthropologiques majeures qui nous ont fait régresser dans une civilisation qui est presque de l'ordre du pré-abrahamique, c'est-à-dire une civilisation où avant on faisait du sacrifice humain. Ils ont sacrifié une bonne partie de l'humanité sur l'autel d'une idéologie funeste et que j'entends combattre. Et donc cette régression démocratique mais aussi anthropologique est plantée par des tenants d'un système qui sont en fait les agents de cet état profond dont je viens de vous parler et dont la vocation est d'être la négation de tout ce que nous incarnons. Ils sont la négation de la liberté, vous l'avez déjà compris, ils sont la négation de la morale qui fait que l'engagement politique est lié en fait à prendre soin de l'autre, dans une forme d'abnégation. Ils ne sont pas dans l'abnégation, ils sont simplement la négation de notre lien aux autres, de ce partage, de cette construction de société. C'est un grand délitement, une grosse dislocation que nous vivons. Emmanuel Macron incarne quant à lui la négation de la dignité d'un président qui est censé incarner la concorde. Il incarne plutôt la discorde, donc c'est la négation de la concorde. C'est la négation également de l'état de droit. L'état de droit est tombé, donc nous vivons dans une totale négation de toute chose. Et donc, si on ne veut pas continuer à glisser, non plus subrepticement, mais violemment, sur cette polarité négative, nous devons donner un coup de pied au fond de la piscine, s'il y a un fond, et remonter, rebondir vers ce qui fait de nous des êtres positifs. Et nous, Français, des êtres éminemment politiques. Le peuple français est passionné par la politique, mais il en a été progressivement détourné, dégoûté, parce que le cours naturel de la politique a été dévoyé, en fait, par la plupart de nos représentants. Donc si nous voulons inverser cette spirale vicieuse, funeste, vers une dislocation, une destruction et la mort, je vous le dis, c'est une spirale qui nous amènera vers une forme de mort, sociale ou physique, ou les deux en même temps, nous devons réagir. Et pour réagir, il n'y a pas 50 façons. Il faut tout d'abord dire stop à cette spirale funeste en s'opposant, en résistant, par l'intellect, par la morale, mais aussi par l'action politique et dans la rue.
c'est la raison pour laquelle, en fait, je suis rentré en présidentielle. Ce n'est pas avec une conviction forte sur la légitimité actuelle de l'élection présidentielle qui a été totalement vidée de sa substance. Maintenant, vous avez des maires, vous avez des parlementaires et bientôt des présidents qui peuvent être élus avec une minorité absolue. Donc nous ne sommes pas régis par un principe démocratique. Mais j'estime simplement que c'est la dernière voie. C'est la troisième voie souhaitable, désirable pour le peuple français, pour qu'il reprenne les clés de sa destinée politique par les urnes. S'il ne le reprend pas par les urnes, en luttant contre l'abstention et en faisant en sorte que certains élus, pas des élus, des possibles élus, des candidats hors du système soient élus, eh bien nous pourrions vivre des temps très troubles. Et ces temps troubles amènent à une dichotomie dont je parle à longueur d'interviews et des gens que je rencontre sur la France durant mon périple de cette pré-campagne, c'est ou les urnes ou la rue. Voilà. Donc si on n'arrive pas à imposer en fait ces idées non conventionnelles dans le débat public pour faire en sorte qu'un candidat hors système soit élu, nous allons irrémédiablement, inexorablement aller vers une forme de reprise en main de son destin politique du peuple français par la rue. C'est aussi simple que ça, c'est binaire. Sinon, les Français seront soumis, dans une soumission totale, à tout ce que nous n'incarnons pas. Nous incarnons la vérité, nous devons cheminer vers elle, nous incarnons la liberté, nous incarnons la souveraineté. Nous sommes le peuple français, le peuple des hommes et des femmes libres. Et en Chine, nous sommes vus comme le Faro, comme le peuple en fait, du droit, le pays du droit. Donc à ce double titre, pays du droit et pays des hommes et des femmes libres, c'est nous qui devons porter le fer et porter en fait la lumière de cette vérité que nous devons cette fois-ci imposer. Et dans le débat public, et dans le débat mondial de cette guerre entre l'État profond et les peuples du monde. Ce qui est souhaitable actuellement pour les Français, s'ils veulent reprendre le contrôle de leur destinée politique, c'est que la voix leur soit rendue. On parle souvent de vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Eh bien oui, en politique, c'est ça. Sauf que la voix a été confisquée. Donc si demain, il y a l'élection à la mandature suprême d'un président, ce n'est pas un président qui a été investi sur un programme. Il faut qu'il soit investi sur une feuille de route. Et une feuille de route notamment référendaire. C'est-à-dire qu'il doit employer tous les moyens de l'État, non plus à servir des intérêts privés, et c'est de plus en plus le cas, mais bien à servir l'intérêt public, c'est-à-dire l'intérêt du peuple. Et pour ce faire, le premier pilier du programme présidentiel 2022 que j'ai présenté aux Français, c'est un pilier référendaire. Il y a ni plus ni moins que 10 référendums. 10 référendums tout d'abord pour établir la vérité, c'est-à-dire déclassifier toutes les pièces du Conseil de défense sanitaire et livrer ces pièces à un tribunal d'exception. Nous sommes en guerre, très bien Emmanuel Macron. Dans ce cas-là, il va s'appliquer un droit de la guerre. Et le droit de la guerre, c'est tribunal d'exception. Donc référendum numéro 2, souhaitez-vous qu'il y ait un tribunal d'exception qui soit monté. Ensuite, il y a une série de référendums sur la souveraineté financière, la souveraineté juridique, la souveraineté militaire. Il y a un référendum sur, voulez-vous ou non, la réintroduction dans l'échelle de peine de la peine de mort pour toute entreprise de montage de réseaux liés à la pédocriminalité. C'est très important, beaucoup de Français en souffrent. 50 000 petits Français et Françaises disparaissent tous les ans. 50 000 enfants disparaissent tous les ans. Et enfin, une série de référendums qui vont jusqu'à la réforme institutionnelle de la Ve République. Possible, oui ou non. Toujours demandé au peuple français. Et enfin, 10e référendum, souhaitez-vous refonder les institutions françaises, auquel cas, aller sur un processus de constituante. Et après tous ces points d'inflexion sociétaux, référendaires, où c'est la voix du peuple qui doit parler et qui doit être un principe souverain, je dis bien souverain, ensuite, vous avez 85 à 90 points de programme qui sont en fait des points d'inflexion, on va dire mineurs, secondaires, mais qui sont tout aussi importants autour de la refonte de notre modèle social, sociétal, civilisationnel, c'est-à-dire revenir à la famille. L'éducation, c'est pas l'école qui doit éduquer nos enfants, c'est la famille. Donc la famille doit être protégée. Et ensuite, quand ces enfants sont éduqués, ils reçoivent une instruction publique et civique avant d'être parachevés par un engagement citoyen. Donc on est un enfant, on est ensuite un étudiant, et à la fin on devient un citoyen après s'être engagé pour sa cité, en défense de sa cité, via un service civique, militaire, puis éventuellement civil. Donc il n'y a pas que ça bien sûr dans le programme, ça prend en compte aussi le pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer
une classe moyenne. La classe moyenne qui a été détricotée depuis des années est la condition de responsabilité des citoyens. Ils seront responsables si en fait ils ont le temps de s'occuper, de s'intéresser, de lire et de s'engager en politique. Et c'est à cette condition qu'on peut aussi refonder la citoyenneté nécessaire. Les Français ont abandonné les clés de leur cité à, je l'estime, et je le défends encore aujourd'hui, à des traîtres qui se sont détournés des intérêts publics. Et il faut maintenant que les citoyens reprennent leurs responsabilités. C'est à cette seule condition de prise de responsabilité et de contrôle de l'action politique que nous éviterons dans le futur tout ce qui est en train de se passer actuellement, qui est une lente dégradation, une dislocation de tout ce qui nous unit et qui est très funeste et qui pourrait faire que la France disparaisse en tant que modèle social, civilisationnel bien sûr, mais aussi politique. Voilà. Si les Français répondent par l'affirmative à la refonte de nos institutions, c'est-à-dire qu'on part sur un processus de constituante, où nous devons faire un travail préparatoire pour accoucher d'une constitution, d'une loi fondamentale, qui actuellement n'existe plus. La loi fondamentale n'existe plus, parce que le président, qui en est le détenteur, le garant, en fait, l'a détruite, par ses discours et par son comportement. Donc cette loi fondamentale à laquelle nous sommes attachés doit peut-être être repensée, être refondée par les Français qui l'auront choisi par référendum. S'ils le choisissent, il faudra que cette constituante établisse un travail qui va être long, plusieurs mois, voire peut-être même 2 ans, qui va permettre en fait de former ce prochain modèle de société, cette prochaine loi fondamentale, dans laquelle nous allons tous nous inscrire pour peut-être les 50, 60 à 80 prochaines années. Donc c'est un processus critique qui va permettre en fait de redonner aux Français l'envie de vivre ensemble et également les protections nécessaires pour éviter que les puissances étrangères, des puissances privées, qui sont bien éloignées de l'intérêt public, pervertissent, vident de sa substance la Constitution comme ils l'ont fait avec la Ve République, qui a été vidée de sa substance à 80%. Toute la souveraineté populaire a disparu, donc il va falloir que cette souveraineté populaire revienne. Et donc je pense, ça c'est ma conviction personnelle, que l'esprit des lois, et la trinité autour du légal, du judiciaire et de l'exécutif était un bon équilibre, avec des bons contre-pouvoirs, mais qui n'était pas suffisant. Il va falloir autour de ces trois, en fait, ce sont 3 exécutifs en fait. Il y a l'exécutif de l'exécution des lois, il y a l'exécutif qui fait la loi et propose des lois, et il y a une forme d'exécution judiciaire. Ces 3 entités en fait exécutives doivent être rebalancées, recontrôlées, par chaque fois 3 assemblées populaires. Une assemblée populaire pour le contrôle du pouvoir judiciaire, une assemblée populaire pour le contrôle du pouvoir législatif, et enfin une autre assemblée populaire qui sera pour le contrôle en fait de l'exécutif. Et c'est à cette condition qu'on va pouvoir réinvestir dans le champ politique les citoyens qui seront absolument heureux de s'y investir parce que, je le rappelle, le peuple français est un peuple profondément politique, qui a une culture politique, mais simplement qui a été dégoûté, détourné de toute cette politique. Il faut qu'on remette le peuple dans le contrôle. Comme on dit dans l'armée, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc nous avons confiance, naturellement, dans nos parlementaires et le président, qui sont des gens vraiment d'une très grande moralité, vous comprenez, mais maintenant il va falloir les contrôler. Et en les contrôlant, on va se rendre compte que l'échelle de compétence n'est pas forcément là où on l'attendait, et également l'échelle de moralité. Ces personnes-là, et la crise du Covid nous le montre, n'ont pas été engagées dans un combat intellectuel, moral et surtout pour les intérêts du peuple. C'est au peuple à défendre ses intérêts via des assemblées qui auront un pouvoir coercitif. Et si elles ont ce pouvoir coercitif, alors elles pourront vraiment contrebalancer ces pouvoirs qui reçoivent la délégation de pouvoir du peuple. Ne l'oublions jamais. Leur pouvoir n'est aucunement lié à un fait du prince ou à un principe divin ou même à un principe technocratique ou à un principe, on va dire, oligarchique. C'est bien le peuple. Et l'émanation du peuple, c'est théoriquement les représentants qui prennent le contrôle de l'État au bénéfice du peuple, strictement. Donc on va revenir à la lettre et à l'esprit de nos institutions et de démocratie moderne, du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et nous pourrons ainsi tous cheminer ensemble vers un horizon indépassable, mais souhaitable pour tous, qui est la démocratie.